ton urgent, captivant à voix grave et rythmée. Et si le plus grand conquérant de tous les temps n'était jamais mort? Et si, 8 siècles après sa disparition, son sang coulait encore dans des millions d'hommes? Derrière les batailles, derrière les empires, Gengis Khan avait un plan. Conquérir non seulement la terre, mais le futur. Ce soir, dans Écho du passé, découvrez le secret interdit du loup céleste, l'homme qui voulut posséder le monde pour l'éternité. Il disait que le vent de la steppe portait encore son souffle, que la nuit, lorsqu'il hurlait au-dessus des plaines mongoles, on pouvait entendre entre les bourrasques un murmure ancien, celui d'un homme qui avait possédé le monde. Gengis Khan. Le nom seul semblait faire trembler la terre. Mais derrière la légende du conquérant, derrière les batailles et les empires, se cachait une autre vérité, plus obscure, plus dérangeante, celle du corps, du sang et du désir. Une vérité qu'aucun chroniqueur n'osait écrire, qu'aucun historien ne voulait affronter, car elle ne concernait pas seulement le conquérant, mais l'humanité tout entière. Tout commence en 1162, au cœur des monts Khenti, dans une yourte balayée par les vents. Une femme accouche seule, son mari absent, enlevé par des ennemis tatars. L'enfant naît avec un caillot de sang serré dans le poing. Un signe, un présage. Les anciens murmurent, cet enfant apportera la guerre. On l'appelle Temujin. Dès sa première respiration, la terre tremble d'un pressentiment. Temujin grandit dans un monde sans pitié, où chaque regard peut tuer. Son père est empoisonné, sa tribu le rejette, sa famille est réduite à la misère. Mais dans ses yeux noirs brûle une faim dévorante, celle de la survie, de la revanche, et d'autres choses, de plus instinctif, de plus viscéral. On dit qu'il fixait les chevaux sauvages jusqu'à les dompter, que son regard seul faisait plier les hommes. C'était comme si la nature elle-même s'inclinait devant lui, consciente qu'il n'était pas simplement un homme, mais une force. Mais quelle est la nature réelle d'une force pareille? Quand un être humain dépasse la limite du possible, que reste-t-il de son humanité? La conquête, pour Temujin, n'était pas qu'une affaire de territoire. C'était une conquête des âmes, des corps, des lignées. Ces guerres n'étaient pas seulement militaires, elles étaient biologiques. Chaque ville prise, chaque royaume soumis, devenait une matrice de sa propre postérité. Lorsque les cavaliers mongols déferlaient sur un empire, ils laissaient derrière eux non seulement des ruines, mais aussi des enfants, des milliers, des dizaines de milliers. Certains disent que, encore aujourd'hui, un homme sur 200 porte dans son ADN la trace du Grand Khan. Une légende ou la preuve d'un programme impensable, la domination par la descendance. Mais avant le Khan, il y eut Temujin. Et avant le conquérant, il y eut le fils, l'époux, l'amant. C'est aimé, et dans les ombres de sa jeunesse que se forgea son rapport au désir et au pouvoir. Lorsqu'il épousa Berthe, la femme qu'il aimait sincèrement, il découvrit pour la première fois la fragilité. Berthe fut enlevée par une tribu ennemie, violée, humiliée, perdue pendant des mois. Quand Temujin la retrouva, il ne dit rien. Il la prit dans ses bras, silencieux. Mais dans son regard, quelque chose s'était brisé. Depuis ce jour, il jura que plus jamais on ne lui prendrait ce qui était à lui. Et cette promesse allait devenir le cœur même de sa fureur. Chaque conquête ensuite portait la marque de cette blessure originelle. Il ne s'agissait plus seulement de vaincre, il s'agissait de posséder, d'inscrire son nom dans la chair du monde. Les chroniqueurs persans décrivent son pouvoir comme une onde qui submerge tout. Les rois s'inclinent, les reines sont offertes, les princesses deviennent trophées. Mais au-delà de la brutalité du temps, un motif se dessine, la reproduction du pouvoir par le sang. Un vieux lettré chinois, capturé et forcé de servir dans la cour mongole, écrira plus tard « Le grand Khan ne conquiert pas pour régner, il conquiert pour se reproduire. Chaque femme qu'il prend devient un royaume de son empire, chaque enfant, un ambassadeur de son éternité. » Ce texte, interdit pendant des siècles, fut retrouvé dans un monastère du Gansu. Certains historiens y voient la clé d'un projet démesuré, un empire non seulement militaire mais génétique. Imaginez,
des dizaines de milliers de femmes issues des peuples conquis, certaines offertes, d'autres contraintes, d'autres encore fascinées par le mythe du vainqueur invincible. Temujin, devenu Gengis Khan, aurait engendré des fils dans toutes les directions, puis ordonné à ses descendants de faire de même. Ainsi, génération après génération, son sang se répandait, invisible, plus fort que les armées, plus durable que les murailles. Mais jusqu'où allait cette logique? Était-ce instinctif ou prémédité? Les sources divergent. Marco Polo, dans son récit, évoque des harems impériaux, aussi vastes que des cités. Des chroniques arabes parlent de concubines comptées par milliers. D'autres, plus rares, évoquent un rituel ancien, un mélange de croyances chamaniques et de biologie primitive. Le Khan aurait cru que sa semence portait une essence divine, un fragment d'éternité transmis par le ciel bleu éternel, le Tengri. Chaque union, même symbolique, devenait un acte sacré, une offrande au destin. Mais dans ce culte du pouvoir charnel se cachait une angoisse profonde, la peur de disparaître. Temujin avait grandi dans la précarité absolue, entre la faim et la mort. Il avait vu son père assassiné, sa mère humiliée, sa famille traquée. Alors il choisit de se venger non seulement par l'épée, mais par la vie elle-même. Si on l'avait voulu mort, il se multiplierait. Si on voulait l'effacer, il deviendrait innombrable. Les chamans mongols racontaient une vision qu'il aurait eue avant sa grande conquête de El Ouest. Une mer d'hommes portant mon visage se lèvera derrière moi. Ils seront ma vengeance. Des siècles plus tard, la génétique moderne semble leur donner raison. Des études menées dans les années 2000 ont révélé une lignée d'ADN Ig, dominante à travers l'Eurasie, traçable jusqu'à un ancêtre commun du XIIIe siècle vivant dans la région de la Mongolie actuelle. Les probabilités pointent vers un seul homme, Gengis Khan. Mais comment une telle hérédité a-t-elle pu se propager à cette échelle? Était-ce le fruit du hasard ou le résultat d'une politique consciente? Dans les steppes, on dit que le Khan imposait à ses généraux de répandre sa descendance, de semer le monde. Une manière, disait-il, de s'assurer que nul ne puisse jamais effacer la race des loups. Ce mythe du loup central dans la mythologie mongole devient alors une métaphore terrifiante. Gengis Khan n'était plus un homme, il était une meute. Chaque enfant né de son sang devenait un fragment de lui-même, un reflet de son éternité. Mais cette éternité avait un prix, car à mesure que son empire grandissait, son humanité s'effritait. On raconte que vers la fin de sa vie, le Khan ne dormait plus. Ses nuits étaient hantées par des visages, des milliers de visages, qui le fixaient dans le noir. Des femmes, des enfants, des ennemis, des ombres. Il aurait murmuré à son conseiller Subutai « J'ai voulu être un dieu, mais les dieux ne dorment pas. » La légende dit qu'il mourut non pas d'une blessure de guerre, mais d'une fatigue divine, épuisé d'avoir trop voulu vivre à travers les autres. Et pourtant, son héritage ne s'éteignit pas, car son empire biologique, invisible mais réel, traversa les siècles. Là où ses armées étaient tombées, son sang, lui, continuait de couler, et dans chaque génération, dans chaque lignée, un fragment de son ombre se réveillait parfois, silencieusement. Mais une question demeure. Gengis Khan savait-il vraiment ce qu'il faisait? Ou bien fut-il simplement là? Le soleil s'élevait lentement au-dessus des plaines de Mongolie, teintant de cuivre les collines et les tentes éparses. Le vent soulevait la poussière, et dans cet air sec flottait une promesse d'éternité. Au centre du camp, la grande yourte du Khan semblait respirer comme un animal vivant. À l'intérieur, le silence régnait. Gengis Khan, assis sur une peau de tigre, regardait fixement la flamme tremblante d'une lampe à huile. Autour de lui, des parchemins, des cartes, des trophées et des visages de femmes peintes à la hâte par des artistes captifs. Chaque visage portait une histoire, une ville conquise, une lignée à venir. Ce matin-là, il ne parlait pas. Ses généraux s'avèrent qu'ils réfléchissaient. À quoi? À l'avenir sans doute, mais au fond, à un avenir qui lui survivrait par le sang. Subutai, son stratège le plus fidèle, s'approcha prudemment. « Seigneur, dit-il à voix basse,
Les frontières de l'Empire s'étendent jusqu'aux confins du monde. Que reste-t-il à conquérir? Le Khan leva les yeux. Son regard était d'une fixité glaçante. Le temps, répondit-il. Il faut conquérir le temps. Cette phrase, transmise de bouche en bouche, finit par devenir une prophétie. Car pour Gengis Khan, le temps N était que un autre territoire, et sa conquête ne pouvait se faire que par la descendance. À chaque bataille, il ordonnait qu'on préserve les lignées ennemies dignes d'intérêt. Les artisans, les érudits, les femmes des grandes familles, non pour les honorer mais pour les assimiler. L'assimilation biologique était sa vraie stratégie. Les annales persanes rapportent une scène qui, si elle est authentique, révèle toute l'ampleur de sa pensée. Après la chute de Boukhara, le Khan aurait convoqué les notables survivants dans la grande mosquée. Debout sur le minbar, il aurait dit « Si vous voulez savoir pourquoi le ciel M a donné pouvoir sur vous, regardez vos péchés. Vous avez corrompu la foi, oublié la loi, méprisé la force. Moi, je suis la punition du ciel. Si vous ne l'aviez pas mérité, il ne m'aurait pas envoyé. » Puis, selon la légende, il fit venir les femmes des familles nobles et dit « Ce que je ne détruis pas, je transforme. Ce que je ne tue pas, je prolonge. » Ces mots, gravés plus tard dans la mémoire collective, illustrent la nature paradoxale du Khan, destructeur et créateur à la fois, car dans les ruines qu'il laissait derrière lui, il semait aussi la vie, sa vie. Les savants d'aujourd'hui parlent d'un empire génétique. Mais au XIIIe siècle, nul ne pouvait imaginer une telle chose. Pourtant, certains chroniqueurs arabes mentionnent déjà une lignée des enfants aux yeux étroits et au regard de fer dans les cours de Perse, de Chine et de Russie. Des princes mongols élevés parmi les vaincus, qui parlaient dans plusieurs langues et portaient en eux la marque invisible de leur ancêtre commun. Mais que savait réellement Gengis Khan de cette propagation? Avait-il conscience d'engendrer un réseau de sang qui s'étendrait sur des continents? Un témoin rare, un moine nestorien du nom de Rabban Soma, qui visita Karakorum quelques années après la mort du Khan, rapporte avoir lu une tablette mystérieuse conservée dans le palais. « Ce que j'ai pris, je le rendrai sous une autre forme. Ce que j'ai détruit, je le ferai renaître sous mon nom. » Une phrase simple mais troublante. Était-ce une confession ou un avertissement? Dans la capitale impériale, Karakorum, le pouvoir du Khan se matérialisait dans la pierre. La ville, construite au milieu du néant, était un carrefour d'âmes et de corps. Persans, Chinois, Slaves, Tibétains, Indiens, tous coexistaient, forcés à collaborer. Les chroniques évoquent un palais orné de statues représentant des femmes venues des 4 coins du monde. On disait que chacune incarnait un souvenir du Khan, une conquête charnelle devenue allégorie. Un lettré persan, Al-Juwayni, décrit la scène avec effroi. « J'ai vu des visages taillés dans la pierre, si vivants qu'ils semblaient respirer. Chaque statue portait un regard différent, mais un seul nom les unissait, celui du loup céleste. Ce surnom, le loup céleste, revient souvent dans les textes anciens. Dans la mythologie mongole, le loup est l'ancêtre des hommes. En se proclamant descendant du loup bleu, Gengis Khan se plaçait au-dessus des simples mortels. Il se voyait comme la continuité directe du monde animal, l'instinct pur, la fécondité sauvage. Mais au-delà du mythe, l'angoisse demeurait. Car plus il engendrait, plus il craignait la trahison de sa propre lignée. Ses fils, Joshi, Chagatai, Eugodei, Tolui, se disputaient déjà l'héritage. Joshi, né après l'enlèvement de Beurte, portait une tache d'incertitude sur sa naissance. Était-il vraiment fils du Khan? Gengis n'en parlait jamais, mais certains murmurent qu'il ne le regardait jamais dans les yeux. Le doute rongeait le conquérant. Ce doute-là, plus cruel que n'importe quelle guerre, le hantait jusqu'à sa mort. Dans les nuits glacées de la steppe, il se levait, marchait seul dehors, fixant le ciel étoilé. Les chroniqueurs racontent qu'il murmurait des mots en ancien mongol, des prières adressées à Tengri. On dit qu'il lui demanda une fois « Combien d'enfants dois-je donner au monde pour que tu sois satisfait ?» Et que le vent, cette nuit-là, lui répondit par un hurlement. Les hommes qui ont voulu être immortels ont tous fini dévorés par leur propre ombre. Alexandre, César, Napoléon.
Tous ont cherché à se répandre, à se prolonger dans l'histoire. Mais Gengis Khan, lui, avait trouvé une voie plus primitive, plus indélébile. Le sang. Des siècles après, les généticiens redécouvriront ce secret, sans comprendre qu'ils venèrent de toucher à une prophétie. Une lignée unique, reconnaissable, persistante, capable de traverser les âges sans s'éteindre. Ce n'était pas un hasard, c'était un dessein. Mais si ce dessein existe, qui l'a dicté? Était-ce le Khan lui-même? Ou quelque chose de plus ancien encore? Une force instinctive, inscrite dans la nature. Certains chercheurs modernes, fascinés par l'ampleur du phénomène, ont parlé de stratégie évolutive de domination, une sorte de pulsion biologique inconsciente visant à propager un code génétique supérieur. Une hypothèse vertigineuse. Et si Gengis Khan avait été que L, instrument D, un programme naturel D, expansion de la vie, au-delà du bien et du mal. Une théorie marginale mais troublante propose même que les conquêtes mongoles auraient involontairement modifié la démographie mondiale des hommes d'une façon comparable à une mutation de LA, espèce humaine. Non pas une conquête de peuple, mais une conquête de gènes. Cette idée, effrayante dans son abstraction, semble pourtant résonner avec la pensée du Khan. Dans une lettre rapportée par un moine chinois, il aurait écrit « Le monde ne m'appartient pas, mais il portera ma marque. Même quand mon nom sera oublié, mon souffle vivra dans ceux qui me haïssent. » L'ultime ironie, ses ennemis, leurs descendants, porteraient en eux une part de lui. Dans le cœur du désert de Gobi, des archéologues ont récemment découvert une tombe scellée contenant un miroir de bronze gravé, dès une inscription mongole ancienne, « Celui qui regarde ici verra son père ». Le miroir, selon les experts, daterait de l'époque de Gengis Khan. Était-ce un symbole? Un avertissement? Ou la preuve d'un culte posthume dédié à son sang? Car après sa mort, le culte de sa descendance devint une religion. Ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, tous se voyaient comme les porteurs d'un héritage divin. Kubilai Khan, fondateur de la dynastie Yuan, se proclama « fils du ciel », reprenant à son compte la logique du grand ancêtre. Mais à chaque génération, le pouvoir se diluait, tandis que le mythe, lui, grandissait. Et pourtant, derrière la grandeur impériale, un secret plus intime demeurait. Des chroniques chinoises tardives parlent d'un carnet disparu, rédigé par Gengis Khan lui-même, que ses héritiers auraient fait brûler. Il contenait dit-on, le véritable dessein du conquérant. Les fragments retrouvés suggèrent qu'il ne s'agissait pas de conquérir la terre, mais d'ensemencer le monde. Ces mots, une audace terrifiante, rappellent idée d'un homme qui aurait compris avant tout le monde que la postérité n'était pas une question d'hémistoire, mais de biologie. Mais si ce carnet existait, pourquoi l'avoir détruit? Parce qu'il révélait peut-être trop. Parce qu'il montrait que le Khan, loin d'être un guerrier primitif, avait atteint une conscience presque inhumaine de la perpétuation.
Aujourd'hui encore, dans les vallées reculées de Mongolie, certains chamans prétendent entendre sa voix dans les vents du soir. Ils disent qu'il ne dort pas, qu'il veille sur sa descendance. Et lorsque la steppe se met à rugir, il murmure « Le loup compte ses enfants ». Mais qui sont-ils, ces enfants? Des millions, dispersés à travers l'Asie centrale, la Russie, la Perse, peut-être même l'Europe. Des visages, des noms, des destins ordinaires portant sans le savoir l'ombre d'un empereur disparu. Chaque homme au regard déterminé, chaque femme au courage inébranlable. Peut-être l'un d'eux porte en silence la trace du Khan. Et alors, une question vertigineuse s'impose. Si le sang du conquérant coule encore en nous, que reste-t-il de lui dans nos instincts? Sommes-nous libres de nos pulsions? Ou portons-nous en nous le souvenir inconscient d'un homme qui voulut dominer le monde non par la loi, mais par la chair? Le vent se lève de nouveau sur les plaines. Les chevaux hennissent. Une ombre traverse le ciel. Et quelque part, dans la mémoire du monde, le souffle du loup éternel se fait entendre encore. Les siècles ont passé. Les steppes se sont tues. Les os des chevaux se sont mêlés à la poussière, et les tentes du grand Khan ont disparu depuis longtemps. Mais son ombre, elle, n'a jamais cessé de croître. Ce qui était autrefois un empire visible est devenu un empire invisible, dissous dans la chair des hommes. Et au fil du temps, cette présence a pris la forme d'un mythe, d'une peur, d'une question interdite. Où repose le corps de Gengis Khan? Nul ne l'a jamais su. Son tombeau n'a jamais été découvert, ni mentionné dans aucun registre. Selon la légende, ses funérailles furent conduites dans le plus grand secret. Les 1000 soldats qui escortèrent le cortège auraient été exécutés aussitôt après, pour que nul ne révèle le lieu. Des autres versions disent que des chevaux furent lancés sur le site de la sépulture pour effacer toute trace. On raconte même qu'un fleuve fut détourné pour recouvrir le tombeau. Et pourtant, depuis des siècles, les chamans répètent « Le Khan ne dort pas sous la terre, il dort dans le sang ». Cette phrase apparemment métaphorique intrigue encore aujourd'hui. Et si elle n'était pas symbolique? Et si le corps de Gengis Khan avait disparu non parce qu'il fut caché, mais parce qu'il s'était déjà dispersé, vivant, avant sa mort, dans le corps des autres? Les archéologues modernes, fascinés par cette idée, ont mené des fouilles secrètes dans les années 1990 à la frontière sino-mongole. L'équipe, dirigée par la professeure Sarangerel Batbayar, aurait découvert sous la steppe un cercle de pierres parfaitement alignées selon une géométrie inconnue des Mongols du XIIIe siècle. Au centre, un puits scellé, recouvert d'un disque d'obsidienne, et gravé dessus, une phrase en vieux mongol, « Celui qui m'ouvre réveillera le sang du monde ». Les autorités interrompirent aussitôt les fouilles. Les archives furent classées. Certains chercheurs disparurent. On parle encore d'un scandale, d'un accident. Mais selon des témoins anonymes, l'équipe aurait trouvé, avant d'être dissoute, un artefact en or contenant des restes humains et un fragment de texte attribué à Gengis Khan lui-même. Le fragment, conservé illégalement par un assistant, disait « Le corps est un passage. Le sang est la route. Par le sang, je reviendrai. » Ces mots, d'une puissance mystique, relancèrent les rumeurs d'un culte secret, celui des gardiens du sang bleu, un ordre discret prétendant protéger la lignée du Khan. Selon certaines sources russes, ce groupe aurait survécu jusqu'à nos jours, opérant dans les zones rurales de Mongolie et du Kazakhstan. Leur symbole, un loup bleu entouré de 9 cercles, les 9 lignées impériales. Mais que protège-t-il réellement? Un trésor, une tombe ou un secret biologique? Les chercheurs en génétique se sont penchés sur le mystère au début du XXIe siècle. En 2003, une équipe internationale dirigée par le Dr Zerjal publia une étude qui fit fait d'un séisme. Environ 16 millions d'hommes porteraient le même haplogroupe YGEK, originaire d'une seule région de Mongolie et datant précisément du temps du Khan. Ce chiffre défie l'entendement. 16 millions de descendants potentiels d'un seul homme. Comment cela est-il possible? Les analyses suggèrent une expansion rapide, exponentielle, liée à un pouvoir social extrême, celui un chef et de ses fils disposant un accès privilégié aux femmes des territoires conquis. Mais derrière la froideur des statistiques, une angoisse surgit.
car cette diffusion n'a rien d'accidentel. Elle obéit à un schéma, une volonté, une symétrie. Des généticiens ont remarqué un détail troublant. La lignée du CAN, ne S, est pas simplement répandue, elle a survécu sans S, éteindre, contournant les lois habituelles de la sélection naturelle. Comme si, à travers les siècles, elle se protégeait elle-même. Certains l'ont appelée la lignée immortelle. Mais l'immortalité biologique n'est-elle pas la forme la plus ancienne du pouvoir? Les conquérants meurent, leurs empires s'effondrent, leur nom s'efface. Mais le sang, lui, perdure. Et si Gengis Khan avait compris cela avant tout le monde? Dans les archives de Pékin, un document longtemps classé secret évoque une entrevue entre le Khan et un moine taoïste nommé Kyuchuji. Ce dernier, réputé pour sa sagesse et sa longévité, fut convoqué à la cour impériale vers 1222. Selon le texte, le Khan lui demanda « Comment devenir immortel ?» Le moine répondit « Tu l'es déjà si ton esprit se propage. » Mais Gengis Khan aurait insisté « L'esprit s'éteint, le nom s'oublie. Je veux que ma chair vive quand ma tombe sera poussière. » Et le moine, après un long silence, aurait répondu « Alors donne ton sang au monde. » Cette phrase, simple, presque anodine, aurait marqué le Khan à jamais. Dès lors, il aurait conçu l'idée d'un empire non pas de pierre, mais de chair. Ce n'était plus seulement un conquérant, mais le catalyseur d'une transformation planétaire. Des siècles plus tard, dans les laboratoires de biologie moléculaire, le même principe réapparaît sous un autre nom, la transmission mémétique du code génétique dominant. Une idée effrayante. La possibilité qu'un homme, par la seule puissance de sa volonté et de ses conquêtes, ait inscrit sa signature dans l'évolution même de l'espèce humaine. Mais là où la science hésite, la légende s'enflamme. En 2018, une rumeur circula sur le dark web. Un groupe anonyme prétendait avoir trouvé un fragment des ADN intact attribué au Khan, conservé dans un artefact d'os fossilisé. Ils affirmaient de vouloir le séquencer et peut-être le reproduire. Le projet aurait été baptisé le Loup Bleu. Le site fut fermé, les messages supprimés. Mais avant leur disparition, une dernière phrase apparut sur le forum. Le sang attend. Depuis, plusieurs théories circulent. Certains pensent qu'un laboratoire privé, en Asie centrale, poursuivrait secrètement ces recherches. Des autres évoquent des expériences menées pour identifier des individus porteurs du plus haut pourcentage de lignées mongoles, dans le but de réveiller le gène originel. Pure fiction? Peut-être. Mais dans un monde obsédé par la génétique, la possibilité d'une résurrection biologique du Khan fascine autant qu'elle terrifie. Car que se passerait-il si on parvenait à recréer un homme portant exactement le même ADN que Gengis Khan? Serait-il le même? Aurait-il en lui la même fureur, la même soif de domination, le même instinct du pouvoir? Ou bien serait-il un simple spectre, un souvenir biologique vidé d'âme? Des philosophes modernes y voient une métaphore inquiétante de notre époque, une humanité cherchant, à force de technologie, à ressusciter ce qu'elle ne comprend pas. Un monde qui, pour fuir sa fragilité, rêve encore de la violence fondatrice d'un Khan. Mais si tout cela n'était pas un hasard, et si à travers nos désirs de contrôle, nos instincts de puissance, c'était déjà sa voix que nous entendions? Certains psychologues évolutionnistes vont plus loin. Ils affirment que, empreinte génétique du Khan, aurait laissé une trace comportementale. Une tendance, statistiquement mesurable, chez les populations porteuses de sa lignée. Ambition, résilience, propension au leadership, parfois même au conflit. Des traits invisibles, mais transmissibles. Une mémoire biologique. On ne naît pas conquérant, on le devient. Mais et si certains le portaient déjà dans le sang? Un chercheur kazakh, le docteur Nurzan Beketov, a publié un article aujourd'hui censuré, Le syndrome du loup bleu, transmission comportementale, un archétype impérial. Il y avançait une hypothèse troublante. Les descendants du Khan ne sont pas seulement des porteurs de gènes, ils sont les fragments vivants d'une conscience collective, unis par un souvenir ancien. Cette idée, quasi mystique, fut rejetée par la communauté scientifique. Pourtant, dans certains cercles militaires et politiques, elle trouva un écho.
Des dirigeants d'Asie centrale commencèrent à se revendiquer, plus ou moins explicitement, héritiers directs du Khan. Des symboles mongols réapparurent dans des drapeaux, des discours, des rituels. L'esprit du conquérant semblait revenir, non dans un corps mais dans une idée, celle du pouvoir total, incarné dans la lignée. Et c'est peut-être là le plus grand triomphe du Khan, non pas d'avoir conquis la terre, mais d'avoir colonisé l'imaginaire humain. Dans les universités, on enseigne encore sa stratégie militaire, mais dans les mythes, dans les rêves, dans les récits secrets des steppes, il demeure autre chose, une présence, une force archaïque qui murmure à chaque génération. Le monde N appartient que à ceux qui osent le prendre. Alors, quand le vent S élève sur les plaines mongoles et que la lune éclaire les ruines de Karakorum, certains affirment voir une silhouette drapée de noir, à cheval, immobile. Elle ne dit rien. Elle attend. Et si cette attente n'était pas celle d'un retour physique, mais celle d'une réactivation? Si, dans les milliards de cellules humaines qui portent sa trace, quelque chose dormait encore, un souvenir, une impulsion, un instinct prêt à se réveiller. Les chamans le disent depuis toujours. Le sang n'oublie jamais. Et si quelque part dans le monde moderne, ce sang se souvenait enfin? Le vent du nord se leva soudain, comme s'il avait attendu ce moment. Il balaya les collines, s'engouffra dans les vallées, et fit frémir les steppes d'un long gémissement. Là, entre ciel et terre, tout semblait se figer. Le monde retint son souffle, comme si quelque chose s'éveillait. Depuis 8 siècles, les Mongols disent qu'à chaque fois que le vent change de direction sans prévenir, c'est l'esprit du Khan qui se remet en marche. Mais que signifie ce retour? Est-ce un fantôme, un symbole ou une vérité plus ancienne que la mémoire des hommes? Dans les plaines du Khenty, les nomades continuent de raconter que le Khan est jamais mort. Il est fondu dans la nature. Le tonnerre serait son rire, les éclairs, ses colères, les rivières, son sang. Quand un cheval s'emballe sans raison, ils disent qu'il a senti son souffle. Cette fusion totale avec le monde fait de Gengis Khan non pas un souvenir, mais un principe, un mythe vivant, respirant à travers tout ce qui existe. Les chamans affirment qu'il n'a pas seulement conquis la terre des hommes, mais qu'il a traversé les mondes invisibles. Dans leur chant, ils parlent d'un pont de feu que le Khan aurait franchi, entre le royaume des vivants et celui des esprits. Il y aurait vu la vérité ultime, que tout ce qui vit se propage, et que cette propagation est la seule forme d'éternité. C'est pourquoi, disent-ils, il aurait choisi de devenir le vent. Pas pour fuir la mort, mais pour demeurer partout à la fois. Chaque brise qui passe sur la steppe serait un fragment de son souffle. Chaque battement de cœur, un écho de sa volonté. Et pourtant, certains prétendent qu'il reviendra. Pas dans un corps, mais dans un esprit collectif, quand les hommes auront de nouveaux besoins de lui. Une prophétie ancienne, gravée dans le livre des orages, retrouvée au monastère d'Erdenéziu, dit « Quand les nations auront perdu leur mémoire, quand les rois gouverneront sans âme, alors le loup céleste descendra des nuages. Il viendra non pour régner, mais pour rappeler. Rappeler quoi? Peut-être ce que l'humanité a oublié, la peur, la foi, la force brute de la vie. Ce que les peuples modernes ont tenté d'effacer sous les couches de confort et de technologie. Mais à travers les siècles, son nom a survécu à tout. Dans chaque langue, il s'est transformé. Chingis, Genghis, Genghis. Mais sa vibration demeure la même. Elle réveille quelque chose d'instinctif, d'archaïque. Et si cette simple syllabe, Khan, portait en elle une mémoire sonore, un souvenir génétique, un code oublié? Les érudits occidentaux ont tenté de réduire le mythe à une série de chiffres. 35 millions de kilomètres carrés conquis, 40 millions de morts. Mais ces chiffres ne disent rien du vertige que son nom provoque encore. Car l'histoire n'a pas gardé la trace d'un homme, mais d'une idée, celle que la volonté peut tout renverser, que le destin peut se plier à la force d'un seul regard. Dans un musée de Moscou, un vieux manuscrit attribué à un espion perse contient une phrase étrange. Ceux qui croient que le Khan est mort ne comprennent pas ce qu'est un empire. Un empire de pierre meurt.
Un empire de peur survit. La peur. Voilà le véritable héritage du Khan. Pas la terre, pas les palais, pas même le sang, mais la peur qui, encore aujourd'hui, habite les récits, les visages, les mémoires. Cette peur a traversé les siècles et s'est changée en fascination, car au fond, l'homme moderne admire ce qu'il prétend condamner. Derrière le vernis de morale, il envie l'absolu. Gengis Khan incarne ce que nous avons perdu, la certitude. Dans son monde, il n'y avait ni doute, ni hésitation, seulement la volonté nue. Aujourd'hui, nous ne conquérons plus de royaumes, mais des écrans, des chiffres, des illusions. Et pourtant, le même instinct persiste, celui de dominer, de posséder, de se prolonger. Ainsi, même sans le savoir, nous continuons son œuvre. Au XXIe siècle, des mégapoles entières s'étendent sur les continents, des réseaux invisibles relient les hommes. L'empire global existe déjà, sans armée, sans chevaux, mais avec la même logique, expansion, assimilation, contrôle. Un empire d'information, de flux, de connexion. Si Gengis Khan vivait aujourd'hui, il n'aurait pas besoin d'épée. Il aurait un algorithme. Et soudain, une idée surgit, terrifiante. Et si ce que nous appelons progrès, haine, était une autre forme de conquête, et si, sans le savoir, nous rejouions la même histoire, celle d'un homme cherchant à imposer sa trace au monde. Un historien français, Étienne Morel, a écrit « Le monde moderne a remplacé le cheval par la machine, mais le cavalier, lui, est toujours là. Le cavalier, l'archétype, le souvenir du Khan. À Oulan-Bator, une statue colossale de Gengis Khan domine la steppe. Haute de 40 mètres, elle le montre à cheval, fixant l'horizon, le visage impassible. Les touristes y voient un symbole national, mais les anciens, eux, s'en méfient. Ils disent que ce regard de métal est pas figé, que, à certaines nuits des orages, ses yeux brillent brièvement d'une lueur bleutée, le signe du loup céleste. Une légende récente raconte qu'un cavalier solitaire, vêtu d'un manteau noir, aurait été vu à la périphérie du monument, au milieu d'une tempête de sable. Le vent soufflait si fort que nul n'osa s'approcher. Le lendemain, les empreintes du cheval étaient encore là. Personne ne sait qui il était, mais les bergers jurent qu'ils ont entendu une voix dans le vent. Je suis revenu. Superstition? Peut-être. Pourtant, ce qui est certain, c'est que le nom de Gengis Khan ressurgit chaque fois que le monde vacille. Quand les civilisations s'effondrent, quand les frontières tremblent, quand la peur revient, son ombre plane sur chaque chaos. Comme si à chaque époque, l'humanité avait besoin de son fantôme pour se souvenir de ce qu'elle est capable de faire. Et si c'était cela, son véritable empire? Pas celui de la steppe, mais celui du souvenir. Pas la domination du monde extérieur, mais celle des consciences. Un empire mental. Invisible, mais indestructible. Dans une salle d'archives à Berlin, un chercheur mongol découvrit récemment un parchemin oublié, daté du XVIe siècle, portant cette phrase « Quand les hommes cesseront de croire en moi, ils cesseront de croire en eux-mêmes ». La main tremblante, il le lut à voix haute. À cet instant, une bourrasque s'engouffra par la fenêtre, renversant les papiers. Le chercheur sourit, incrédule. Mais dans le souffle glacé, il crut entendre un murmure. Temujin. Ce nom, celui du garçon abandonné devenu conquérant du monde. Le vent l'avait prononcé comme une promesse. Aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Les satellites scrutent la steppe, les historiens cherchent, les archéologues fouillent. Mais peut-être est-ce inutile. Peut-être son tombeau n'est pas un lieu. Peut-être nous le portons tous en nous, dans nos rêves de grandeur, dans nos instincts de puissance, dans nos pulsions d'éternité. Car au fond, c'est cela, le secret interdit de Gengis Khan. Il n'a jamais cherché à vivre éternellement, il a voulu que nous le fassions à sa place, que son désir de conquête se réincarne dans nos ambitions, ses batailles dans nos luttes quotidiennes, sa fureur dans nos progrès. Chaque fois que l'homme veut dominer le monde, il réveille le Khan. Et la question finale demeure, suspendue dans le vent des steppes. Le loup dort-il encore, ou est-il déjà parmi nous? Le vent souffle.
une ombre traverse la plaine, et le monde, sans le savoir, frissonne.